Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je m'appelle Pauline et je suis la maman d'une jeune fille transgenre. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet un petit peu difficile, c'est pour ça que j'ai longtemps hésité à faire cette vidéo. Ça fait longtemps que l'idée trotte dans ma tête, mais voilà, je voulais trouver le bon moment et le temps de la faire. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira et peut-être vous aidera dans votre cheminement de parents. Donc le sujet d'aujourd'hui, la souffrance de son enfant, euh, comment elle se présente, qu'est-ce qu'on en fait, comment on réagit. Voilà, je pense que, comme je vous disais, c'est un sujet assez difficile. Euh, c'est pas facile d'en parler autour de soi, d'autant que bon, il n'y a pas un type de souffrance, il y a plusieurs, enfin chaque enfant, chaque personne réagit différemment. Euh, mais je pense que quelque part tous les parents d'enfants transgenres, alors quand je dis enfant, c'est enfant-parent, ça peut être un jeune de 15 ans comme un adulte de 25 ans. Euh, voilà, tous les parents sont concernés parce que je pense que tous les enfants, toutes les personnes en tout cas qui sont en dysphorie de genre, c'est-à-dire qui se sentent mal dans leur peau, mal dans leur genre tout simplement. Le genre assigné à la naissance ne correspond pas à leur genre ressenti en fait, à ce qu'ils sont au fond d'eux. Et donc c'est une très grande souffrance pour ces gens-là. Et donc je pense que voilà, que c'est quelque chose qui peut nous toucher tous et toutes, parents, maman, papa, mais également aussi les membres de la famille. Donc voilà, j'avais envie de faire cette petite vidéo pour parler de tout ça. Je précise que évidemment je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychologue, donc mes propos n'engagent que moi. J'essaie de vous parler de mon vécu, de mon expérience, de mes ressentis, et si je peux voilà, aider ne serait-ce qu'une seule personne à se sentir mieux dans ses difficultés, bah, ce sera ça de gagner. Voilà. Quand j'ai commencé à en parler un peu autour de moi, euh, les gens posaient beaucoup de questions évidemment, mais la première question ou en tout cas la première remarque qu'on me faisait, c'était ah mais ça doit être tellement difficile pour toi, cette transition, ce changement de prénom, ce changement de pronom, comment tu fais, enfin voilà, l'idée doit être très difficile pour toi, etc. Et moi, ma première réaction à chaque fois, c'était de répondre mais non, pour moi, c'est pas ça qui a été le plus difficile. Alors, c'est sûr qu'au début, oui, ça a été un choc, je ne veux pas le nier, mais c'est pas ça qui a été le plus difficile en fait. Pour moi, le plus difficile euh, dès le début, et encore aujourd'hui, j'avoue, par moments, c'est la souffrance de ma fille en fait, qui depuis, bah, qui n'a en fait, bon, aujourd'hui elle a 21 ans, j'ai l'impression qu'elle n'a jamais été bien dans sa peau. J'ai longtemps essayé de comprendre pourquoi, j'ai jamais vraiment eu les réponses. Quand un enfant se sent mal dans sa peau, quand il est adolescent, on vous répond que c'est normal, que c'est l'adolescence, que les choses se font ainsi et que voilà. Sauf que quand ça dure et que les choses n'évoluent pas du tout, on se pose beaucoup de questions. Donc c'est vrai que ces dernières années, ma fille était très mal dans sa peau, pour ne pas dire dépressive par moments. Et donc voilà, pour moi c'est ça qui a été le plus difficile en fait, c'est la souffrance, c'est pas forcément le coming out, parce que bon ça c'est plus une surprise, c'est plus quelque chose d'inattendu auquel il faut s'adapter, mais la souffrance, ben elle est là quoi, elle a été là avant le coming out et elle est là après, parce que c'est pas parce qu'on le sait. Alors c'est sûr qu'il y a une forme de soulagement, hein, du côté de ma fille, quand elle me l'a dit, elle s'est sentie soulagée, donc il y a eu un poids quand même qui s'est envolé, et moi j'ai été également soulagée de comprendre ce qui se passait, ça c'est vrai, mais voilà, la souffrance elle est restée là, malheureusement, elle est restée la même. Et c'est très difficile de faire face à la souffrance de son enfant quand on met au monde un enfant. C'est pour qu'il soit heureux, c'est pour qu'il soit bien,
c'est pas pour qu'il soit malheureux, c'est pas pour qu'il soit triste, c'est pas pour qu'il soit dans la souffrance. C'est pas du tout dans la nature des choses. Dans la tête d'un parent, ça ne doit pas exister, quoi. Je pense que là, je parle pour moi, mais je peux peut-être parler pour la majorité des parents. Je pense que quand son enfant souffre, on souffre aussi, quoi. On souffre à l'intérieur de nous. La souffrance, elle se reflète sur nous. C'est impossible de faire autrement. C'est comme ça. C'est ce qu'on appelle la chair de notre chair, quoi. Notre enfant a mal, notre enfant souffre. Nous aussi, on a mal. Nous aussi, on souffre. Et, et ça, c'est très difficile. Voilà. Je pense que c'est dans toute l'histoire de la transition, du coming out, de tout ça. Je pense que voilà, c'est vraiment la chose la plus difficile à vivre. Et voilà, tout simplement, il faut apprendre à faire face. Ça se fait pas du jour au lendemain. Voilà, mais je pense que c'est important d'en parler parce que ça existe et il ne faut pas se voiler la face. Il ne faut pas faire comme si ça n'existait pas, parce que ça existe. En tout cas, ça a existé et ça existe toujours pour ma fille. Et je pense que ça existe pour beaucoup de personnes transgenres. Et voilà, donc c'est important aussi pour l'entourage de comprendre cette souffrance, ou en tout cas, peut-être pas de la comprendre parce que je pense que c'est difficile de se mettre à la place, mais de l'appréhender, de l'apprivoiser et de comprendre certaines choses. Voilà. Alors la souffrance de quoi en fait alors là je vais parler en mon nom de maman, évidemment, je ne suis pas une personne transgenre, donc je ne peux pas me mettre à la place des personnes qui sont en dysphorie de genre, qui sont voilà, en début de transition ou en transition ou en questionnement. Je vais juste parler de ce que j'ai ressenti au travers de ma fille, de ses ressentis, des choses que j'ai pu comprendre en fait, qu'elle a bien voulu peut-être parfois m'expliquer. Donc pourquoi il y a souffrance? C'est parce qu'il y a donc ce qu'on appelle la dysphorie de genre, c'est-à-dire que la personne née avec un sexe biologique attribué à la naissance ne correspond pas à ce qu'elle est à l'intérieur en fait. Voilà. Et du coup il y a un décalage énorme entre ce qu'elle est au fond d'elle et ce qu'elle est à l'extérieur. Et ce décalage crée inévitablement de la souffrance parce qu'on ne peut pas être soi-même, on n'est pas soi-même en fait. On est malheureux. C'est donc pas une souffrance physique, même si peut-être que parfois ça peut, oui, je pense que parfois il y a une forme de souffrance physique, mais c'est évidemment surtout une souffrance mentale, une souffrance psychique, qui je pense peut parfois être bien plus douloureuse qu'une souffrance physique. À différents degrés évidemment, mais voilà, c'est une souffrance invisible, hein, on ne peut pas la mesurer, on ne peut pas la voir, mais elle existe et cette souffrance elle est très importante. Évidemment en fonction des gens, des personnes, en fonction de leur vécu, de leur histoire. La souffrance est différente, il y a des souffrances plus ou moins importantes. La souffrance dépend aussi évidemment du contexte familial, dépend du contexte social. Enfin voilà, comment la personne se sent dans son entourage. Évidemment, tout ça est imbriqué. Et c'est pour ça que moi je parle de la souffrance de ma fille, hein, donc qui a été et qui est toujours la souffrance de son corps qu'elle ne supporte pas, l'image de son corps, voilà. L'idée de ne pas être dans le bon corps, l'idée de ne pas être à sa place, également l'idée d'être différente, de n'être pas comprise par les autres, l'idée d'être rejetée, la peur de l'avenir, la peur de ce qui se passera, la peur de la transphobie, enfin voilà, c'est beaucoup, et tout ça, ça génère beaucoup de souffrance. Évidemment beaucoup d'anxiété également, ça peut, bon, pour ma fille en tout cas ça a souvent pris la forme d'une dépression, peut-être que ce n'est pas le cas de tous, mais voilà, c'est vraiment une souffrance très très puissante. Je pense que l'identité c'est vraiment ce qu'on est au fond de soi, il n'y a rien de plus profond que son identité,
de qui on est, quoi. C'est plus que le prénom, c'est plus que... C'est qui on est au fond de soi. Et quand notre corps ne correspond pas à notre identité profonde, je pense que c'est... Voilà, il y a un clash, quoi. Il y a un clash, ça ne peut pas bien fonctionner. Donc forcément, il y a dualité et forcément, malheureusement, il y a souffrance. Alors quand je parle de souffrance, je ne peux pas ne pas évoquer une souffrance extrême qui malheureusement parfois peut conduire à avoir des idées noires, des idées suicidaires, voire même des passages à l'acte. C'est très douloureux d'en parler, c'est très douloureux de le vivre, et du côté de la personne, évidemment, de la personne transgenre, mais également aussi du côté de la famille, des parents. Mais je ne peux pas faire l'impasse sur ce sujet parce que même si c'est très sensible, parfois tabou, c'est très important d'en parler. Voilà. Alors je ne vais pas donner de chiffres exacts parce que selon les statistiques, les chiffres changent et j'ai pas envie de vous raconter des idées fausses, mais il est évident que le taux d'envie suicidaire, voire même de passage à l'acte, est nettement plus élevé dans la population transgenre. À cause de cette souffrance, justement, du rejet de la société, de ce sentiment d'être incompris, différent, etc. Et donc il y a malheureusement énormément de jeunes, et de moins jeunes d'ailleurs, qui ont des idées noires ou qui malheureusement vont au-delà de ça et passent à l'acte. C'est absolument intolérable pour tout un chacun, mais je pense que c'est même encore plus intolérable pour le parent. Quand ma fille a eu des moments très difficiles au début de son parcours de transition, en fait au moment où elle a fait son coming out, elle a vraiment eu une passe très difficile et je la sentais vraiment comme je l'avais jamais sentie en fait. Je la sentais absente, je la sentais vide, je la sentais profondément mal et je lui ai posé la question que je n'aurais jamais voulu poser, mais que j'ai dû poser et que je ne regrette pas d'avoir posé. C'est as-tu maintenant, ressens-tu maintenant des idées noires, une envie suicidaire, as-tu envie de mourir? Il n'y a rien de plus difficile, je crois, pour une maman, à poser cette question. Parce qu'évidemment, on fait allusion à quelque chose d'atroce, à l'impensable. C'est très difficile, mais il faut le faire. Il faut poser la question. Parce que souvent on dit, oui, mais si j'en parle, ça va lui mettre l'idée dans la tête. Non, non, non. On ne va pas, la personne ne se suicidera pas parce que vous lui avez dit, vous lui avez posé la question, est-ce que tu as des idées suicidaires? Non, au contraire. Au contraire, c'est très important de poser la question. Évidemment, en tant que parent, on a peur de la réponse. Puisqu'on pose une question, on attend quelque part une réponse. À l'époque, pour ma fille, la réponse a été oui. Bon, là, je peux vous dire qu'en tant que maman, je pense que c'est difficile de mettre des mots sur ce que j'ai ressenti. Je pense que ça a été une des choses les plus difficiles à surmonter. Parce qu'on se sent complètement démuni, on se sent impuissant, on se sent sous le choc. On ne sait pas comment réagir, on ne sait pas comment faire. Mais c'est important que les choses soient dites. Et je pense, en tout cas, je parle encore une fois pour ma fille, le fait de me le dire, ça lui a fait beaucoup de bien. Et quelque part, même si pour moi ça a été un choc et une douleur atroce au fond de moi, ça m'a fait du bien aussi de pouvoir être là à ce moment-là pour elle et d'en parler et de mettre les choses sur la table comme elles sont et de ne pas juste faire comme si de rien n'était, comme si ça n'existait pas. Voilà. Et ça c'est vraiment important de ne pas faire comme si ça n'existait pas. Après, ça ne veut pas dire que toutes les personnes qui souffrent, que toutes les personnes qui sont en dépression ont des idées suicidaires, loin de là, et bien heureusement, mais ça arrive. Et ça arrive, ça peut arriver à n'importe qui. Et je pense que voilà, notre rôle de parent,
notre rôle d'accompagnant, en tout cas, c'est de se préoccuper de ça, c'est de se préoccuper de la santé tout court de son enfant, mais la santé mentale, et de savoir poser la question difficile, mais c'est important de la poser. Voilà. Alors, quelles sont les différentes réactions possibles à la souffrance? Encore une fois, je parle de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai ressenti. Alors, il y a évidemment l'isolement. L'isolement social, en fait. Et ça a été le cas très vite de ma fille, depuis qu'elle est petite. Alors, c'est vrai que elle a en plus... comment dire, elle est autiste Asperger, ma fille, donc voilà, déjà la communication en soi c'est pas son fort, elle a tendance à s'isoler de toute manière, mais quand elle est en détresse mentale, ou quand elle se sent vraiment en souffrance, elle s'isole. Elle s'isole physiquement, elle s'isole mentalement également de nous, elle crée comme un mur en fait. Elle est plus accessible. Elle est plus accessible physiquement parce qu'elle s'enferme dans sa chambre, et elle est plus accessible moralement parce qu'elle ne répond plus à nos questions. Et voilà, pour moi c'est comme si elle avait baissé les rideaux de fer, c'est comme si elle avait mis un mur entre elle et moi. C'est pas facile à vivre parce que du coup, nous, notre premier réflexe, c'est de vouloir traverser ce mur, en fait, c'est d'y aller, mais on peut pas, on se heurte à quelque chose. Et moi, je me suis rendu compte que d'y aller franco, que de taper voilà, à la porte, que ça, c'était pas forcément la bonne solution, en tout cas pour ma fille. Euh, donc voilà, l'isolement, un enfant qui s'isole, une personne qui s'isole de ses amis, de ses proches, de sa famille, qui ne fait plus ce qu'elle aime, c'est quelqu'un qui n'est pas bien, c'est quelqu'un qui souffre. Voilà, donc à savoir, à savoir interpréter, ce type de réaction. Autre réaction qui découle un peu de tout ça, c'est la dépression. C'est une envie, ou plutôt une non-envie de faire des choses. C'est un ralentissement de soi, c'est une envie de dormir tout le temps. Ma fille, par moments, passe son temps à dormir. Et quand un jour je lui avais demandé, mais à un moment donné, tu n'as peut-être plus envie de dormir, enfin, la fatigue n'est plus là. Et en fait, elle m'a répondu que c'était pas pour dormir, c'était juste pour échapper à sa vie, en fait. Donc le sommeil est un évitement, le sommeil est un refuge. Donc voilà, dormir beaucoup, manger moins ou au contraire manger plus, être triste évidemment, être absent mentalement et physiquement. Voilà, ça ce sont vraiment des signes, en tout cas que moi j'ai remarqué, chez ma fille, voilà, assez fréquemment. Après, une autre réaction qui peut arriver chez pas mal de jeunes, mais je ne l'ai pas énormément vu chez ma fille, mais je sais que ça existe pour en avoir parlé avec d'autres personnes. C'est l'agressivité. L'agressivité, alors soit l'agressivité envers les autres, mais quand je parle d'agressivité, c'est pas forcément des coups de poing, mais c'est voilà, une irritabilité, comment dire, parler de manière sèche et franche et très différente en fait de la manière dont la personne s'adresse aux autres d'habitude. Donc voilà, une forme d'agressivité verbale en fait, j'ai envie de dire. Et puis assez fréquemment malheureusement, il y a aussi une forme d'agressivité contre soi-même, qu'on peut aussi appeler l'automutilation. C'est des griffures, c'est comment dire, des douleurs qu'on s'inflige, en fait c'est une manière comme une autre, j'ai envie de dire, c'est triste de dire ça, mais c'est une manière comme une autre de détourner cette souffrance, cette douleur. On se fait mal quelque part pour ne plus avoir mal dans sa tête en fait. Et je connais des jeunes qui ont fait ça, et c'est de l'agressivité, comment dire, libératoire, qui lui permet, c'est une façon de s'exprimer aussi, voilà, c'est une façon de s'exprimer, parce que parfois
les pleurs ne suffisent pas, ou parfois on ne sait pas mettre les mots, parce que c'est difficile de mettre les mots sur tant d'émotions, des émotions négatives. Donc parfois l'agressivité, c'est une façon de canaliser tout ça, de s'exprimer. Et évidemment, nous, en tant que parents, ça peut être mal reçu parce qu'on ne comprend pas pourquoi il m'en veut, pourquoi ces paroles si dures, etc. Et on a tendance à prendre ça pour soi. Non, il ne faut pas prendre ça pour soi, c'est pas contre nous. Voilà. Alors en tant que parent, en tant qu'ami, en tant qu'entourage proche, que faire contre cette souffrance? Parce que c'est bien joli de la constater, de la remarquer, mais qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Alors, évidemment, il n'y a pas de recette miracle. Ce serait trop beau. Je vais juste donner quelques impressions, quelques idées que j'ai en fait, que j'ai envie de partager avec vous. La première chose, je pense que c'est très important, c'est l'écoute. Parce qu'une personne qui souffre, souvent, a du mal à s'exprimer, a du mal à mettre de l'ordre dans ses idées, et elle a aussi du mal à s'exprimer parce qu'elle sait que ce qu'elle va dire, ça peut être violent, ça peut être inquiétant pour les parents, et souvent les jeunes, nos enfants n'ont pas envie de nous inquiéter, donc ont parfois du mal justement à mettre les mots sur leurs émotions. Mais parfois par d'autres manières, par des moyens détournés, parfois ils nous parlent. Et à ce moment-là, il faut écouter. Il faut écouter, écouter vraiment avec une oreille bienveillante, évidemment, une oreille sans jugement, sans a priori, juste écouter. Voilà, écouter ce que votre enfant a à vous dire, être présent, se rendre disponible, ça c'est très important. Évidemment, une autre chose très importante, c'est la communication. Et de loin, c'est pas facile à faire parce que, en tout cas, je parle pour ma fille, quand elle se sent mal, en souffrance, elle ne communique plus. Déjà qu'elle communique assez peu de manière générale, mais là, comme je vous disais, il y a le mur, il n'y a plus rien, la communication est coupée. Et dans ces moments-là, il y a deux réactions possibles. Soit on se dit, bon, bah, elle veut pas que je parle, donc je parle pas. Ok, je m'efface. Ça, c'est la première réaction possible. Et la deuxième réaction que moi, je pense qui est la meilleure, c'est ok, elle veut pas communiquer, je vais pas forcer la communication, ça ne servira à rien. Mais je vais juste lui montrer que je suis là, que je suis prête à l'aider quand elle en a besoin, je suis disponible jour et nuit, je lui ai dit plusieurs fois. Elle sait où me trouver, quand elle est à la maison ou quand je ne suis pas à la maison, elle sait comment me joindre. Et ça, c'est très important de montrer cette disponibilité, parce que peut-être que la personne n'a pas envie de venir vers vous maintenant, n'a pas envie de vous parler à ce moment-là, c'est trop difficile, mais peut-être que dans 1 heure, ou peut-être que la nuit prochaine, ou peut-être que quand ce sera vraiment trop douloureux à supporter, peut-être qu'elle aura besoin de vous parler. Et là, si elle sait que vous serez là, ça sera peut-être plus facile pour elle. Donc voilà, communiquer, c'est très important, garder le contact, poser des questions. Évidemment, il ne s'agit pas d'être rentre-dedans, d'être intrusif, parce que ça fera l'effet inverse. Non, c'est juste voilà, de montrer qu'on est là. Je t'écoute, j'entends ton mal-être, j'entends ta souffrance, je suis là. Je suis là. Je vois que tu n'as pas envie de parler, je ne vais pas te forcer. Sache juste que je suis là. Voilà. Et comme parfois les mots ne suffisent pas, ou en tout cas les mots ne sont pas là, il n'y a pas de mots, parce que parfois justement les émotions sont trop difficiles, et que parfois aussi moi je ne trouve pas les mots, ça m'arrive même assez souvent devant la souffrance de ma fille de ne pas trouver les mots, parce qu'il n'y a pas de... Il ne s'agit pas de dire ben oui, bah, demain ça ira mieux. Non, je ne sais pas, peut-être que ça ira mieux, peut-être pas. Combien de temps va durer la transition? Je ne sais pas. Est-ce que tout se passera bien? Je ne sais pas. Donc parfois il n'y a pas de mots à donner, il n'y a pas de solution toute prête à donner. Mais il est très important, je pense, d'être là même dans le silence. Parfois on se dit mais je ne sais pas quoi dire, donc je dis rien, je fais rien. Ben c'est pas grave. On ne dit rien à ce moment-là. Juste être là.
on s'assied l'un à côté de l'autre, dans la même pièce, ou si la personne ne veut pas, ça peut même être dans 2 pièces différentes, mais être là en silence, et parfois partager un silence, ça peut être aussi très comment dire, on peut se sentir bien dans le silence, parce que le silence, ça parle de beaucoup de choses, et beaucoup d'émotions, beaucoup de choses passent dans le silence. Donc ne pas avoir peur de ne pas trouver les mots. Parfois les mots viennent, parfois ils ne viennent pas. Donc juste voilà, ne pas hésiter à rester dans le silence, si c'est comme ça que ça se passe, c'est bien aussi. Voilà. Évidemment, évidemment, ne pas hésiter à consulter un professionnel de santé, un médecin, un psychiatre, un psychologue, quand ça devient trop difficile. Évidemment, vous ne pouvez pas faire la démarche à la place de votre enfant, vous ne pouvez pas aller voir le psychologue à sa place, c'est un travail que il ou elle doit faire. Mais vous pouvez le suggérer, vous pouvez lui dire voilà, moi je pense que ça serait bien que tu ailles voir tel et tel médecin, j'ai fait des recherches sur internet, cette personne-là m'a l'air bien, ce serait bien que tu ailles la voir. Après, à elle de refuser ou d'accepter. Dans le cas de ma fille, elle a toujours refusé. Voilà, je lui ai proposé plusieurs fois, elle a toujours refusé, c'est son choix, et c'est à moi de respecter son choix, et je le respecterai. Mais elle sait aussi que si un jour elle en a besoin, j'ai des adresses, j'ai des noms voilà, auxquels elle pourra s'adresser. Et c'est aussi, voilà, c'est important de donner cette option-là. C'est pas de forcer les choses, mais de dire, voilà, si tu en as besoin, voilà ce que je te propose. Moi, je veux bien t'accompagner, je veux bien t'aider, je veux bien t'aider à faire les démarches. Évidemment, c'est à votre enfant de faire le reste. Mais c'est important de le proposer. Voilà. Pour revenir aux idées suicidaires dont je parlais tout à l'heure, évidemment, si votre enfant vous répond que oui, il a des idées suicidaires, des idées noires, il ne faut pas rester sans rien faire. Bien sûr, il faut aller voir un professionnel de santé au plus vite. En l'occurrence, pour ma fille, nous avons été à l'hôpital Sainte-Anne à Paris, aux urgences psychiatriques. Beaucoup d'attentes, mais ils ont été très, très bien. Je ne regrette pas de l'avoir emmenée là-bas. Je pensais que ma fille refuserait d'y aller. En fait, non, elle a accepté de venir avec moi. Oui, c'est important parce que là, pour le coup, c'est peut-être le cas où, comment dire, nous, notre position de maman, on a du mal à gérer tout ça. Déjà parce que il y a trop d'émotions, il y a trop de choses, et c'est un sujet quand même très sensible. Donc voilà, si votre enfant, votre ami partage avec vous des idées suicidaires, des propos, morbides, etc., dites-lui que voilà, il faut aller voir un médecin, que vous allez l'accompagner s'il le faut, que vous êtes là. Et voilà, aller aux urgences, aller voir un médecin, aller voir un psychologue, c'est très important, ça peut sauver une vie, tout simplement. Et donc, cette souffrance, comment nous, parents, famille, frères, sœurs, comment on gère tout ça pour nous en fait? Parce que nous, voilà, on prend ça en pleine face. Comme je disais tout à l'heure, on ne met pas au monde un enfant pour qu'il souffre, mais la souffrance est là quand même, et on ne peut pas juste faire comme si elle n'existait pas. Et donc il faut quelque part, entre guillemets, j'ai envie de dire, l'apprivoiser, si j'ose dire, parce que juste se dire, ben, on attend les jours meilleurs, ça, bon, c'est bien, mais comme ça va risque de durer, et ça, voilà, c'est pas juste un petit coup de blues, du dimanche soir, non, c'est un mal-être beaucoup plus profond. Donc qu'est-ce qu'on fait nous en tant que parents? Encore une fois, je vous parle de mon expérience. D'abord, ne pas culpabiliser. Je sais que c'est une des premières choses qu'on fait en tant que parent, c'est culpabiliser parce qu'on se dit que c'est de ma faute. Voilà, si mon enfant est malheureux, c'est de ma faute. C'est parce que j'ai pas été assez comme ci, j'ai pas été assez comme ça, je ne sais pas comment l'aider. Parce qu'on se sent impuissant. On se sent impuissant et du coup, on se culpabilise d'être impuissant. Alors que clairement, on ne peut rien faire. Ce n'est pas de notre faute. Clairement, ce n'est pas de notre faute. Mais voilà, donc ne pas culpabiliser. Ne pas culpabiliser. Mais en même temps, ne pas non plus se considérer comme un sauveur. On n'est pas là pour sauver notre enfant. On n'a pas ce pouvoir-là. On n'a pas le pouvoir de changer les choses.
les choses se feront. Notre pouvoir à nous, c'est d'être bienveillant, d'être accompagnant, d'être soutenant. Ça, c'est notre pouvoir à nous. D'écouter, d'échanger, voilà. Ça, c'est ce qu'on peut faire nous. On peut pas sauver notre enfant, on n'a pas de baguette magique pour, voilà, pour le rendre heureux du jour au lendemain. Ce n'est pas possible. Ça, il faut aussi se mettre dans la tête. Et il ne faut pas non plus aller au-delà de la demande de l'enfant parce que aider, oui, mais aider, je veux dire, à juste distance. Voilà. Il ne faut pas non plus se montrer, faire les choses à la place en fait de je vais faire ça à la place de toi, je vais faire ci, je vais faire ça. Non, il faut aussi laisser la personne évoluer, même évoluer dans sa souffrance, j'ai envie de dire. Elle a besoin de respirer, elle a besoin d'espace. Et nous, on n'est pas censé arriver comme ça et voilà, jouer les sauveurs de l'humanité. Voilà, c'est pas le but non plus. Autre chose, évidemment, comme je disais tout à l'heure, ne pas hésiter à consulter des professionnels. Alors, tout à l'heure, je parlais de consulter pour vos enfants, votre enfant. Et là, pour le coup, je parle de consulter pour nous, en tant que parents. Car parfois, évidemment, ça peut être trop lourd, tout ça. Ça peut être compliqué à supporter. On est humain. On n'est pas des superwoman, on n'est pas des superman. On a aussi nos émotions, on a aussi notre vécu qui parfois, du coup, cette souffrance nous renvoie à notre vécu, à nos souffrances à nous. Donc il est normal de parfois, on ne peut plus gérer. Il y a des moments, moi j'ai eu des moments où je n'arrivais plus à gérer ça, c'était trop, c'était juste trop, voilà, c'était trop difficile. Donc quand c'est comme ça peut être parfois plus facile d'en parler à des professionnels qu'à des gens de son entourage. Moi en l'occurrence j'ai pu consulter une psychologue qui m'a beaucoup aidée. Voilà, parce que c'est important aussi que quelque part que nous aussi on soit accompagnés dans ces épreuves difficiles, parce que c'est difficile, et je pense qu'il est important aussi de comprendre que on a le droit de dire que c'est difficile, on a le droit de dire que parfois on n'en peut plus, que parfois on n'a plus de solution, que parfois on aimerait que les choses changent, évoluent plus vite. Et c'est important de s'autoriser à dire tout cela, parce que parfois, en tout cas, moi c'est un peu mon genre, de vouloir être toujours costaud, d'être toujours là, d'être le roc sur lequel tout le monde peut s'accrocher. Oui, mais jusqu'à quand, quoi? À un moment donné, le roc, il va s'effondrer, quoi. Donc il faut aussi, voilà, savoir dire par moment que c'est trop difficile, que voilà, j'ai besoin de recul, j'ai besoin de souffler. Et dans ce cas-là, s'adresser à un professionnel, ça peut être son médecin traitant, ça peut être une psychologue, voilà, quelqu'un avec qui on peut discuter de manière neutre, sans affect, ça peut nous faire du bien. En tout cas, je le recommande sérieusement. Euh, Autre chose qui peut faire du bien, c'est tout simplement s'occuper de soi. Parfois, quand on est lancé dans ce tourbillon en fait de difficultés, de souffrances, on s'oublie. Et moi, ça a été mon cas au début en fait. On a envie de réagir contre cette souffrance, on a envie de, on se lance dedans quoi, à corps perdu. L'autre se noie, donc qu'est-ce qu'on fait? On plonge quoi, on plonge direct. Le problème, c'est que en faisant ça, on risque de plonger en fait avec l'autre. C'est ça le truc, c'est que si nous on n'a pas la sécurité, si nous on n'a pas les fondations, on n'a pas la force nécessaire, et ben on plonge avec l'autre. Et ça c'est pas le but en fait. Le but c'est pas de se noyer avec l'autre, c'est au contraire d'être là pour tirer la corde et faire revenir la personne à soi gentiment. Mais pour ça, il faut que nous on soit bien, faut qu'on ait un sentiment de, voilà, de sécurité au fond de nous, un sentiment d'assurance, d'ancrage. Et c'est pour ça que c'est très important de s'occuper de soi. Et il faut donc prendre soin de soi pour mieux prendre soin des autres. Ça, c'est très important. On ne peut pas prendre soin des autres en étant mal soi-même dans sa peau. C'est trop compliqué. Donc, prenons soin de nous. Il y a mille manières de prendre soin de soi. Ça peut être prendre du temps à soi, sortir, faire du sport. Moi, en ce qui me concerne, je fais beaucoup de yoga, je fais beaucoup de relaxation. Et je prends aussi des moments à moi, des moments légers, justement, prendre aussi du temps où on s'amuse avec les amis, il faut trouver quelque chose, il faut trouver quelque chose où on se sent bien et qui nous ressource. Voilà. À chacun de trouver ce que c'est. Moi, c'est aussi voilà, la nature, les balades en forêt. Ça peut être voilà, tout et n'importe quoi. Mais un moment de ressources. C'est important de se ressourcer, de recharger les batteries. Parce que quand on n'a plus de batterie, c'est comme le téléphone, il s'éteint. Voilà. Et il s'éteint et on est disponible pour rien.
on est disponible pour personne et du coup ça ne sert à rien, on ne sert plus à rien et c'est pas ce qu'on veut. Voilà, donc pensez à vous, pensez à prendre soin de vous, c'est très important pour pouvoir prendre soin de votre enfant. En guise de conclusion, donc je dirais tout simplement que oui, la souffrance de son enfant, c'est quelque chose d'absolument intolérable et je pense qu'il n'y a rien de plus difficile à supporter, avec la maladie évidemment et plein d'autres choses, mais voilà, dans notre situation à nous, c'est très difficile à supporter. Évidemment, il y a cette idée d'idées noires qui flottent au-dessus de nos têtes, hein, c'est un peu comme une menace permanente auquel on essaie de pas trop penser, mais il faut aussi tenir compte de ces choses-là. Il n'y a pas de baguette magique contre la souffrance de votre enfant, nous ne sommes pas des super-héros, mais on peut être là, on peut être disponible, on peut communiquer avec notre enfant, on peut être bienveillant, et ça c'est énorme, ça va faire toute la différence. Vous n'y êtes pour rien dans ce qui arrive à votre enfant, vous n'y êtes absolument pour rien, ni dans sa souffrance, ni dans ses problèmes personnels, ni dans voilà, sa façon d'être, vous n'y êtes pour rien. Mais vous pouvez agir en étant là, voilà, en restant connecté à votre enfant, même sans les mots, dans le silence, c'est déjà bien aussi. Et dites-vous que même si vous faites peu, c'est déjà énorme. Voilà, c'est déjà énorme. Voilà, ma vidéo est maintenant terminée. Voilà, c'était un sujet pas très facile à aborder aujourd'hui. J'espère que vous avez peut-être trouvé ça intéressant tout de même. Voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses. Prenez soin de vous, encore une fois, comme je l'ai dit plusieurs fois, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos enfants. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt.